Imaginez un instant que vous souhaitiez acheter quelque chose d'essentiel, vital même, à l'autre bout du monde. Disons, de l'énergie pour faire tourner votre pays. Peu importe que vous soyez au Japon, en Allemagne ou au Brésil. Lorsque vous passez commande pour ce baril de pétrole, il y a une règle non écrite, une convention mondiale qui dicte presque chaque transaction depuis 50 ans. Vous allez payer en dollars américains. Pourquoi ? Pourquoi deux pays qui n'utilisent pas le dollar au quotidien, par exemple la Chine achetant du pétrole à l'Arabie Saoudite, devraient-ils passer par la monnaie d'un tiers, les États-Unis, pour commercer entre eux ? La réponse à cette question est la clé de voûte de l'économie mondiale moderne. C'est ce qu'on appelle le système du pétrodollar. Ce système n'est pas juste une habitude commerciale. C'est le socle sur lequel repose la superpuissance financière américaine. C'est ce qui permet aux États-Unis d'imprimer de la monnaie sans subir d'hyperinflation immédiate, de financer un déficit colossal et de maintenir des taux d'intérêt relativement bas pendant des décennies. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis un demi-siècle, ce socle tremble. Des fissures apparaissent. Des puissances mondiales cherchent activement des alternatives. Nous assistons non pas à un effondrement brutal, mais à une lente érosion de ce système. Pour comprendre où nous allons, vers un monde financier plus fragmenté et incertain, il faut d'abord comprendre d'où nous venons. Il faut comprendre comment, à partir d'une situation de crise quasi désespérée dans les années 70, les États-Unis ont réussi à construire le système financier le plus ingénieux de l'histoire. Ceci est l'histoire de la naissance, de la vie et du début de la fin du pétrodollar. Pour comprendre le pétrodollar, il faut remonter avant sa naissance, à une époque où la monnaie était encore attachée à quelque chose de tangible. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde financier était régi par les accords de Bretton Woods. En termes simples, la plupart des monnaies mondiales étaient fixées par rapport au dollar américain, et le dollar américain était lui-même fixé par rapport à l'or, au taux de 35 $ l'once. C'était la garantie ultime. Si vous déteniez des dollars, vous déteniez virtuellement de l'or physique stocké à Fort Knox. Cela donnait une confiance immense dans le billet vert. Mais au fil des années 1960, ce système est devenu insoutenable pour Washington. Les dépenses massives liées à la guerre du Vietnam et aux programmes sociaux intérieurs ont forcé les États-Unis à imprimer beaucoup plus de dollars qu'ils n'avaient d'or dans leurs coffres pour les garantir. Les autres pays s'en sont aperçus. Des nations comme la France ont commencé à douter de la valeur réelle du dollar et ont demandé à échanger leurs réserves de billets verts contre de l'or physique, comme le traité le permettait. Les réserves d'or américaines ont commencé à fondre à une vitesse alarmante. Face au risque de voir ces coffres se vider complètement, le président Richard Nixon a pris une décision radicale qui a stupéfié le monde. Le 15 août 1971, lors d'une allocution télévisée, il annonce la fin de la convertibilité du dollar en or. C'est le choc Nixon. Du jour au lendemain, le lien millénaire entre la monnaie et le métal précieux est rompu. Le dollar devient une monnaie fiat, une monnaie fiduciaire, dont la valeur ne repose plus sur l'or, mais uniquement sur la confiance accordée au gouvernement américain et à la solidité de son économie. Dans les années qui suivent, cette confiance est mise à rude épreuve. Le dollar chute face aux autres devises. L'inflation s'envole aux États-Unis. Et pour couronner le tout, en 1973, le premier choc pétrolier frappe le monde de plein fouet. Les prix du brut quadruplent, plongeant l'économie occidentale dans la récession. Au milieu des années 70, la situation financière de l'Amérique semble sombre. Le dollar perd son statut de valeur refuge, l'économie stagne et l'inflation est galopante. Il fallait trouver un nouveau point d'ancrage pour le dollar, quelque chose d'aussi universellement désiré que l'or. La solution qu'ils ont trouvée n'était pas dans les coffres des banques, mais dans le sous-sol du Moyen-Orient. C'est ici que l'histoire prend un tournant décisif, grâce à une manœuvre diplomatique et économique brillante. En 1974, dans le plus grand secret, l'administration américaine envoie William Simon, le secrétaire au Trésor, en Arabie Saoudite. La mission est délicate. Convaincre le roi Faisal, qui détient les clés des plus grandes réserves de pétrole du monde, de conclure un pacte qui redéfinira la finance mondiale. Le contexte est tendu. L'Arabie Saoudite vient de participer à l'embargo pétrolier contre l'Occident. Les relations sont froides. Pourtant, les deux pays ont des besoins complémentaires. Les États-Unis ont besoin de stabiliser le dollar et de s'assurer un approvisionnement énergétique fiable. L'Arabie Saoudite, désormais immensément riche grâce à l'envolée des prix du pétrole, a deux problèmes. Elle a besoin de sécurité militaire dans une région instable, et elle ne sait pas quoi faire des milliards de dollars qui affluent soudainement dans ses caisses. L'accord conclu, dont les détails n'ont été pleinement révélés que des décennies plus tard, est d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Voici les termes essentiels de ce pacte tacite. Premièrement, les États-Unis s'engagent à fournir une protection militaire inconditionnelle à l'Arabie Saoudite et à la famille royale, leur vendant les équipements militaires les plus avancés. Deuxièmement, en échange, l'Arabie Saoudite accepte deux choses cruciales.
Elle utilisera son influence dominante au sein de l'OPEP pour s'assurer que toutes les transactions pétrolières mondiales soient libellées exclusivement en dollars américains. Et elle investira ses excédents massifs de dollars dans des actifs américains, principalement des bons du Trésor. C'est-à-dire qu'elle prêtera son argent au gouvernement américain pour financer sa dette. Le système du pétrodollar était né. Et bientôt, l'ensemble de l'OPEP a suivi le mouvement. Il est difficile d'exagérer l'importance de cet accord. En liant le pétrole au dollar, les États-Unis ont synthétisé une demande artificielle et permanente pour leur monnaie. Le pétrole est la matière première la plus échangée au monde. C'est le sang de l'économie industrielle. Chaque pays sur Terre a besoin de pétrole pour faire fonctionner ses usines, ses voitures, ses centrales électriques. Si vous êtes l'Italie, le Japon ou la Corée du Sud et que vous voulez acheter du pétrole, vous devez d'abord vous procurer des dollars. Cela signifie que sur les marchés d'échange internationaux, il y a une demande constante et massive pour le billet vert, simplement pour permettre le commerce de l'énergie. Cette demande structurelle soutient la valeur du dollar, même lorsque l'économie américaine est en difficulté ou qu'elle imprime massivement de la monnaie. Mais le génie du système réside dans la deuxième partie de l'accord, le recyclage des pétrodollars. Suivons l'argent, un pays achète du pétrole à l'Arabie Saoudite et paie en dollars. L'Arabie Saoudite se retrouve avec des milliards de dollars en cash. Que faire avec cette montagne de liquidités ? Ils ne peuvent pas simplement les stocker sous un matelas géant à Riyad. Ils doivent les investir pour qu'ils génèrent un rendement et soient en sécurité. Et où se trouve le marché financier le plus profond, le plus liquide et le plus sûr au monde à cette époque ? À Wall Street. Les producteurs de pétrole ont donc pris les dollars qu'ils venaient de gagner et les ont réinjectés dans l'économie américaine en achetant de la dette publique américaine. C'est un cycle vertueux parfait pour Washington. Les États-Unis impriment des dollars pour acheter du pétrole ou des biens de consommation ailleurs dans le monde. Ces dollars finissent dans les poches des producteurs d'énergie. Et ces producteurs renvoient ces dollars à Washington en prêtant de l'argent au gouvernement. Cela a permis aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens pendant des décennies. Cela a financé des déficits budgétaires massifs, des guerres coûteuses et des niveaux de consommation élevés, tout en maintenant des taux d'intérêt bas. Car il y avait toujours des acheteurs étrangers prêts à acheter la dette américaine. C'est ce que Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre français des Finances, appelait avec frustration le privilège exorbitant du dollar. Les États-Unis pouvaient s'endetter dans leur propre monnaie, qu'ils pouvaient imprimer à volonté, tandis que le reste du monde devait travailler dur pour gagner ses dollars afin d'acheter son énergie. Pendant près de 50 ans, ce système a constitué l'architecture invisible de l'hégémonie financière américaine. Il semblait inébranlable. Tant que le monde aurait besoin de pétrole, le monde aurait besoin de dollars. Mais au début du XXIe siècle, la géologie, la géopolitique et la technologie ont commencé à conspirer pour fissurer cette forteresse apparemment imprenable. Dans l'histoire économique, aucun système n'est éternel. L'étalon or a duré des siècles sous différentes formes avant de s'effondrer. Le système de Bretton Woods n'a tenu que 27 ans. Le système du pétrodollar, lui, fête bientôt son demi-siècle d'existence. C'est une longévité remarquable. Cependant, l'architecture que nous avons décrite reposait sur des piliers précis. Une Amérique dépendante du pétrole étranger, une Arabie saoudite ayant besoin de la protection américaine et une économie mondiale où les États-Unis étaient le seul acteur commercial dominant. Aujourd'hui, chacun de ces piliers est en train de s'effriter. Ce n'est pas le résultat d'une seule décision ou d'un seul événement, mais la convergence de plusieurs tendances lourdes, tectoniques, qui redessinent la carte du pouvoir mondial. Nous allons analyser les trois principaux facteurs qui sont en train de tuer lentement le pétrodollar, la révolution énergétique américaine, le basculement du centre de gravité économique vers l'Asie et ce qu'on appelle la militarisation du dollar. Le premier coup porté au pacte de 1974 est venu du sous-sol américain lui-même. Pendant des décennies, la psychologie américaine était hantée par la dépendance énergétique. Les États-Unis étaient que le plus grand consommateur de pétrole au monde et devaient importer des quantités massives du Moyen-Orient. Cette dépendance justifiait l'alliance indéfectible avec l'Arabie saoudite et la présence militaire massive dans le Golfe Persique. Mais autour de 2010, une révolution technologique a tout changé. La fracturation hydraulique et le forage horizontal. Ces technologies ont permis aux compagnies pétrolières américaines d'extraire du pétrole et du gaz de schiste auparavant inaccessibles. Les résultats ont été stupéfiants, dépassant toutes les prévisions. En l'espace d'une décennie, la production pétrolière américaine a plus que doublé. Les États-Unis sont passés du statut de plus grand importateur mondial à celui de plus grand producteur mondial de pétrole et de gaz, dépassant la Russie et l'Arabie saoudite. En 2019, pour la première fois depuis les années 1950, les États-Unis sont devenus un exportateur net d'énergie. Ce bouleversement géologique a eu une conséquence géopolitique immédiate. Il a fondamentalement modifié la relation entre Washington et Riyad.
Les États-Unis n'avaient plus besoin du pétrole saoudien pour leur survie économique. Au contraire, le pétrole de schiste américain est devenu un concurrent direct du pétrole de l'OPEP sur les marchés mondiaux. Si l'Amérique n'est plus le client principal de l'Arabie saoudite, pourquoi l'Arabie saoudite devrait-elle continuer à privilégier exclusivement les intérêts américains ? Le pacte de sécurité contre pétrole en dollars a perdu de sa pertinence stratégique pour les deux parties. Washington est moins enclin à envoyer ses soldats mourir pour protéger des flux pétroliers dont il ne dépend plus. Et Riyad commence à regarder ailleurs pour trouver de nouveaux partenaires stratégiques. Si les États-Unis n'achètent plus le pétrole du Golfe, qui le fait ? La réponse est simple, l'Asie, et principalement la Chine. Au cours des 20 dernières années, la Chine est devenue l'usine du monde. Son industrialisation massive et l'élévation du niveau de vie de sa population ont créé une soif insatiable d'énergie. Aujourd'hui, la Chine est le plus grand importateur de pétrole brut au monde. C'est un changement complet de la dynamique commerciale. L'Arabie saoudite, l'Iran, la Russie, les pays du Golfe. Leurs meilleurs clients ne sont plus à l'ouest, mais à l'est. Cette nouvelle réalité commerciale pose une question logique et inévitable. Si le pétrole part du Moyen-Orient vers la Chine, pourquoi la transaction doit-elle être réglée en dollars américains ? Pour Pékin, payer son énergie en dollars est une vulnérabilité stratégique majeure. Cela oblige la Chine à détenir d'énormes réserves de dollars, la rend dépendante de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et expose son approvisionnement énergétique aux sanctions potentielles de Washington. La Chine pousse donc agressivement pour que ses fournisseurs acceptent le yuan en paiement du pétrole. C'est la naissance du concept de pétro-yuan. En 2018, la Chine a lancé à Shanghai un contrat à terme sur le pétrole brut libellé en yuan. L'idée est de créer un marché de référence alternatif au Brent ou au WTI qui sont cotés en dollars. Plus récemment, lors de sommets historiques, les dirigeants chinois et saoudiens ont discuté ouvertement de la possibilité de régler une partie de leurs échanges pétroliers en yuan. Si l'Arabie saoudite franchit ce pas, même pour une petite partie de ses ventes, ce serait une brèche symbolique et pratique gigantesque dans le système du pétrodollar. L'Arabie saoudite joue une partie complexe. Consciente que les États-Unis se désengagent de la région, elle diversifie ses alliances. Accepter le yuan ou d'autres monnaies est un moyen pour Riyad d'affirmer son autonomie stratégique et de s'aligner avec ses clients les plus importants pour l'avenir. Le troisième facteur, et peut-être le plus accélérateur, est politique. C'est l'utilisation de plus en plus fréquente du système financier basé sur le dollar comme une arme de politique étrangère par les États-Unis. Parce que la majorité du commerce mondial passe par le dollar et le système de messagerie interbancaire SWIFT, Washington dispose d'un pouvoir immense, celui de débrancher un pays de l'économie mondiale. Au fil des années, les États-Unis ont utilisé ce pouvoir pour sanctionner des pays comme l'Iran, le Venezuela ou la Corée du Nord, gelant leurs avoirs en dollars et leur interdisant l'accès aux marchés internationaux. Mais c'est en 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que cette stratégie a atteint un niveau sans précédent. En un week-end, les États-Unis et leurs alliés ont gelé environ 300 milliards de dollars de réserves de change détenues par la Banque centrale de Russie à l'étranger, et ont exclu les principales banques russes du système SWIFT. Quelles que soient les justifications morales ou politiques de cette action face à l'agression russe, les conséquences financières ont été un choc pour le reste du monde non occidental. Le message reçu par des capitales comme Pékin, New Delhi, Brasilia ou Riyad a été clair et glaçant. Si vos réserves nationales sont en dollars ou en euros, elles ne vous appartiennent pas vraiment. Elles ne sont vôtres que tant que vous ne franchissez pas une ligne rouge politique définie par Washington. Pour un pays souverain, c'est un risque inacceptable. C'est ce qu'on appelle la militarisation de la monnaie. Cette prise de conscience a créé une urgence absolue pour de nombreux pays. Il faut trouver des moyens de commercer, d'épargner et de fonctionner en dehors du système dollar. La confiance, qui est le socle de toute monnaie fiduciaire, a été fissurée pour une grande partie de la planète. La Russie, forcée par les sanctions, vend désormais son énergie à la Chine en yuan et à l'Inde en roupies ou en dirhams des Émirats. Ces transactions, qui se comptent en dizaines de milliards, contournent totalement le système du pétrodollar. Ce n'est plus de la théorie. C'est une réalité opérationnelle qui s'étend mois après mois. La forteresse dollar n'est pas tombée, mais ses murs sont désormais percés de nombreuses brèches par lesquelles s'écoulent des flux financiers croissants. Après avoir vu comment le système a été construit et pourquoi il se fissure, la question cruciale est « que va-t-il se passer maintenant ?» Il est important de tempérer les discours alarmistes. Le dollar ne va pas disparaître demain matin. Il ne va pas s'effondrer en une nuit pour être remplacé par le yuan ou le bitcoin mardi prochain. Le dollar reste, et de loin, la monnaie la plus utilisée au monde pour le commerce et les réserves de change. L'inertie du système financier mondial est immense. Changer des habitudes ancrées depuis 50 ans prend du temps, coûte cher et est complexe.
Cependant, la tendance est indéniable. Nous assistons à ce que les historiens économiques appelleront probablement la grande fragmentation. Nous passons d'un système unipolaire, centré sur le dollar américain, à un système multipolaire, où plusieurs monnaies et systèmes de paiement coexisteront et seront en concurrence. C'est un retour à une certaine normalité historique. La domination absolue d'une seule monnaie sur toute la planète est une exception plutôt que la règle. Analysons à quoi ressemblera ce futur proche et quelles en seront les conséquences concrètes pour les États-Unis et pour le monde. Si le monde utilise moins de dollars pour le pétrole et le commerce, qu'utilisera-t-il ? Il n'y a pas un seul remplaçant, mais un panier d'alternatives. La Chine travaille d'arrache-pied pour internationaliser le yuan. Elle signe des accords de swap de devises avec de nombreux pays, permettant de commercer directement sans passer par le dollar. Cependant, le yuan a un problème majeur. Il n'est pas totalement convertible. Pékin contrôle strictement les capitaux qui entrent et sortent du pays. Les grands investisseurs mondiaux hésitent encore à parquer des milliards dans une monnaie contrôlée par un régime autoritaire qui peut changer les règles du jeu à tout moment. Le yuan va gagner des parts de marché, c'est certain, mais il est peu probable qu'il remplace le dollar comme valeur refuge mondiale à court terme. Ensuite, il y a le retour de l'or. C'est la tendance la plus marquante de ces dernières années. Face à l'incertitude des monnaies papier et au risque de sanctions, les banques centrales du monde entier, notamment en Chine, Russie, Inde et Turquie, achètent de l'or à des niveaux records, jamais vus depuis les années 1960. Pourquoi ? Parce que l'or n'est la dette de personne. Il ne peut pas être gelé par un clic de souris à Washington. C'est l'actif de réserve ultime, neutre et souverain. L'accumulation massive d'or par les puissances non occidentales est un vote de défiance clair envers le système dollar. La technologie accélère aussi la fin du pétrodollar avec les monnaies numériques de banque centrale. La Chine est très en avance avec son e-yuan numérique. Plus important encore, des projets comme M-Bridge, impliquant la Chine, Hong Kong, la Thaïlande et les Émirats arabes unis, testent des plateformes utilisant la blockchain pour permettre aux banques centrales de régler des transactions transfrontalières directement entre elles, en quelques secondes, sans passer par le système SWIFT, ni par des banques correspondantes américaines. C'est l'infrastructure technique d'un monde post-dollar. Si un pays peut acheter du pétrole à un autre via une plateforme numérique sécurisée en utilisant leur propre monnaie nationale, le besoin de dollars disparaît. Enfin, le groupe des BRICS discute ouvertement de la création d'une nouvelle unité de compte pour régler leurs échanges. L'idée d'une monnaie unique, type euro, est irréaliste vu les différences économiques entre ces pays. Mais un système de paiement commun, basé sur un panier de leur monnaie, est un projet sérieux qui vise explicitement à contourner le dollar. Si le monde a moins besoin de pétrodollars, cela signifie que la demande structurelle pour le billet vert va diminuer. Les dollars qui étaient autrefois recyclés dans la dette américaine resteront ailleurs. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les États-Unis ? C'est la fin progressive de ce privilège exorbitant. Si la demande étrangère pour les bons du Trésor américain diminue, alors que le gouvernement américain continue de s'endetter massivement, il y a un problème. Pour attirer des acheteurs pour sa dette, le Trésor américain devra probablement offrir des taux d'intérêt plus élevés. Des taux d'intérêt plus élevés signifient que le coût du remboursement de la dette augmente, ce qui creuse encore plus le déficit, créant un cercle vicieux. Pour le citoyen américain moyen, cela pourrait signifier à terme une inflation plus structurelle, car la valeur du dollar baisse si la demande mondiale baisse, et des coûts d'emprunt plus élevés pour les prêts immobiliers ou les voitures. L'Amérique pourrait devoir réapprendre à vivre selon ses moyens. Une discipline qu'elle a pu ignorer pendant 50 ans grâce au pétrodollar. C'est un ajustement qui promet d'être politiquement et socialement douloureux. Nous entrons dans une ère nouvelle. L'époque où le dollar était le soleil unique autour duquel gravitaient toutes les économies est révolue. Le futur système financier ne sera pas dominé par une seule autre puissance. Il sera constitué de blocs régionaux, une sphère dollar gravitant autour des États-Unis, une sphère yuan autour de la Chine et d'autres zones d'influence. Ce monde sera plus complexe pour le commerce international. Il sera probablement plus instable financièrement, car les capitaux circuleront de manière plus chaotique entre ces blocs. Il sera plus politique, car le choix de la monnaie utilisée pour une transaction deviendra une déclaration d'allégeance géopolitique. Le pétrodollar n'est pas mort, mais il est entré dans sa phase terminale. Il a été l'outil parfait pour une époque spécifique, la seconde moitié du XXe siècle américain. Cette époque s'achève sous nos yeux. La question n'est plus de savoir si le changement va se produire, mais si le monde est prêt à gérer les turbulences de cette transition historique.